Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale. Que ferez-vous dans un an exactement alors que les projecteurs seront braqués sur Paris? Plus d'1 milliard de téléspectateurs, les yeux rivés sur la capitale française, la Tour Eiffel, la Seine. Une scène majestueuse et inédite pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. 26 juillet 2023, 26 juillet 2024. 366 jours, année bissextile oblige, nous séparent de cette soirée unique. Le compte à rebours est lancé et avec moi en plateau pour cette édition spéciale, une femme qui en rêve de ces Jeux et qui va tout faire pour en être l'une des actrices. Bonsoir Clara Copponi, vous êtes cycliste, membre de l'équipe de France. Bonsoir Éric Monin, bienvenue, ambassadeur de Paris 2024, administrateur du CNOSF, le Comité National Olympique et Sportif Français. Bonsoir donc à vous deux, très content de passer cette heure avec vous, mais cette histoire des Jeux de Paris, eh bien, elle a commencé loin de Paris, loin de la capitale française, à 10 000 km du côté de Lima au Pérou. C'était le 13 septembre 2017. Ladies and gentlemen, I have the great honor to announce that the International Olympic Committee has simultaneously elected the host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024 and the host city of the Games of the 34th Olympiad 2028. Paris 24, Los Angeles 28. Voilà, et on y était, c'était un beau moment évidemment, même si le suspense avait été brisé un petit peu avant. En 2017, Clara, vous n'aviez que 18 ans. Est-ce que déjà pour vous, Paris 2024, c'était un objectif ? Du coup, j'avais quand même en tête déjà Tokyo avant, mais oui, du coup, à l'annonce de Paris 2024, c'était tout de suite l'objectif principal. Éric, cette annonce de 2017, elle est assez historique. Il aurait fallu attendre quand même un siècle, 100 ans pour que Paris accueille ses 3e Jeux d'été. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose d'incroyable, mais je voudrais quand même rappeler que Paris 2024, Los Angeles 2028, on a eu le même phénomène déjà il y a un siècle. En 1924, Paris obtient les Jeux et de manière identique, l'année 1928 est donnée aussi à Amsterdam, parce que Pierre de Coubertin dit, écoutez, j'ai une faveur à faire au CIO, donnez-nous les Jeux à Paris, et après je m'en irai et je serai serein. Donc Coubertin a les Jeux, et en même temps, pour pas décevoir Amsterdam 1928, on a cette double attribution qu'on va retrouver à Lima, précisément, comme vous l'avez dit, en 2017. En 2017. Alors des Jeux de Paris qui vont débuter de manière spectaculaire, une cérémonie d'ouverture qui, pour la première fois, ne sera pas organisée dans un stade, mais en plein cœur de la ville. Pari audacieux des organisateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, Éric, peut-être, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux, mais comment elle est née, cette idée-là ? Comment elle est née ? Alors déjà, si on fait le parallèle avec le centenaire, si vous m'autorisez, il y a eu une seule fois où la cérémonie d'ouverture n'a pas eu lieu dans un stade, c'est en 1924. Sur un vélodrome, dans un vélodrome à la Cipale, à Vincennes. Vous voyez, comme quoi, 1924, 2024, il y a des choses qui sont assez... qui se rejoignent. Qui se rejoignent. Alors, comment est née cette histoire ? En fait, vous savez qu'au CIO, il y a eu une volonté un petit peu de bouleverser un petit peu les codes, et notamment avec l'agenda 2020 de Thomas Barr, le président du CIO, de revoir en fait une certaine forme de copie pour rendre les jeux beaucoup plus populaires, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus dynamiques. Voilà, donc je crois que c'est une explication. Alors, simplement, je peux vous dire qu'il y aura 39... Donc, c'est pas forcément la volonté des organisateurs de Paris 2024, ça vient aussi un peu du CIO. Non, moi je dirais tout simplement, c'est suite à une discussion que les choses se sont organisées comme ça. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura 39 bateaux, il y aura 18 bateaux accompagnateurs, et j'espère que vous serez dans les bateaux en tous les cas. On l'espère tous. Alors la pression, elle est forcément énorme sur les épaules d'un homme, Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, mais c'est un compétiteur, un ancien athlète de haut niveau qui appréhende ces Jeux comme il appréhendait aussi sans doute ces épreuves de kayak, l'excitation de ces grands rendez-vous. Écoutez-le. On est entré là dans la dernière ligne droite à partir d'aujourd'hui. Dans un an, notre pays accueillera le monde. Dans un an, on va accueillir les meilleurs athlètes du monde entier, plus de 200 pays. On va vivre cette magie olympique que j'ai effectivement déjà vécue en tant qu'athlète. Et j'ai hâte de voir mon pays briller à l'occasion de ces Jeux. Je pense que ça va être un moment inoubliable. Alors Clara, ce seront normalement, on croise les doigts, évidemment, vos 2e Jeux Olympiques dans un an. Vous avez participé aux Jeux de Tokyo, mais vous n'étiez pas à la cérémonie d'ouverture, vous étiez arrivé un petit peu plus tard avec l'équipe de cyclisme. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà imaginer qui pourrait se passer dans votre tête au moment d'être sur ces bateaux, sur ces péniches ? Parce que vous devriez y être,
les épreuves de cyclisme, elles commenceront un peu plus tard. Oui, ça commence un peu plus tard. Donc, on a l'espoir avec toute l'équipe. On a discuté, on est à notre dernier stage de ça et on espère y être cette année, enfin l'année prochaine. Et je sais pas, je pense que dans la tête d'un athlète, d'être là à la cérémonie, et c'est le commencement, quoi. C'est voilà, la préparation, elle est finie à ce moment-là. On commence les Jeux, c'est Le commencement, mais un aboutissement aussi un peu. C'est un aboutissement, oui, rêve bien d'enfant, sûr. quoi. Et je pense. Puis là, ça va être magique, d'après les échos qu'on a, ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu aussi la chance de faire l'ouverture des Jeux européens de la jeunesse en 2015 à Tbilissi. Et déjà là, c'était extraordinaire. Donc j'imagine que sur des vrais Jeux, ça doit être... Avec une foule. Eric, on n'a pas encore la jauge exacte des spectateurs qui seront sur les quais de Seine. On parle de 100 000 spectateurs payants sur les quais bas. Oui. Et puis, 600 000 on avait à peu évoqué près. 500-600 000, mais 500 ça 000. sera sans doute revu à la baisse. Donc 500 000 spectateurs au bas mot pour accueillir tous ces athlètes de ces différentes Ouais, délégations. environ 170 000 accréditations, 45 000 volontaires, 39 berges, bateaux. Oui, quelque chose de considérable. Et j'imagine l'émotion qu'on doit ressentir à ce moment-là, qui est assez incroyable. Alors, vos deuxièmes Jeux à seulement 23 ans, Tokyo, dont vous ne gardez pas malheureusement un très très bon souvenir. Si, ça va. Maintenant, ça va Vous avez mieux. digéré, ouais. Non, ouais, sur le coup, c'est vrai qu'en tant qu'athlète, revenir des Jeux Olympiques sans médaille, malgré mes 21 ans à l'époque, c'était une grosse déception. Aujourd'hui, j'arrive à retirer que du positif de ces Jeux et c'est ce qui me motive aujourd'hui à me préparer pour Paris parce que depuis que j'ai quitté Tokyo, j'ai que ça en tête. Donc, Et prendre votre revanche justement un peu sur les Jeux ou Est-ce qu'on peut parler de revanche? Je sais pas. Non, peut-être pas une revanche C'est parce négatif. que c'est pas les mots, mais je pense que je vais jouer de cette expérience, de cette déception. Mais au final, avec du recul, je me dis, de toute façon, j'étais à la forme de ma vie, j'avais que 21 ans, c'est l'expérience, il y avait tellement de pression, enfin, voilà, je vais jouer sur l'expérience, sur la première expérience et je vais tout donner là pour briller en France. Et depuis, vous avez en tout cas relevé la tête puisque lors des mondiaux de Saint-Quentin en Yvelines, à domicile donc, eh bien, vous avez été médaillé. La pression, finalement, vous la supportez bien. On dit souvent que les sportifs français, ils ont du mal devant le public français dans l'Hexagone. C'est votre cas ou pas? Non, puis là, j'étais quand même à l'aise. Enfin, en plus, maintenant, j'habite dans les Yvelines. La piste, je la connais Aixoise, par vous cœur. avez peut-être reconnu Je suis l'accent. aixoise, oui. Mais expatriée dans les Yvelines. Mon club, c'est dans les Yvelines. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un public qu'on connaît. En plus, l'année d'avant, donc l'année des Jeux, on a quand même eu des championnats du monde à Roubaix. Donc, ça faisait 2 championnats sur notre territoire. Et ouais, non, j'étais pas plus stressée que ça. Au contraire, je pense que je me suis servi de toute cette bonne atmosphère. Et aussi, j'ai pas souvent l'habitude d'avoir ma famille sur des compétitions internationales. Et là, j'avais ma petite sœur, ma mère, ma meilleure amie qui étaient là. Donc, Ça, la pression, c'est quelque chose qui vous galvanise justement à l'approche des compétitions et pendant la compétition? ouais, je pense que moi, ça m'anime. Cette pression-là, j'essaye de la tourner en positif, jamais en négatif. Et ça me donne la pêche et la motivation. Même si, bon, peut-être quelques minutes avant le départ, un peu la pétoche, mais ça va, ça repart. Alors, il y a un autre grand rendez-vous qui approche pour vous, c'est dans quelques jours, début août, les mondiaux qui se dérouleront en Écosse, du côté de Glasgow. Est-ce que c'est là, parce qu'on sait que c'est toujours particulier l'année pré-olympique, il faut se qualifier, est-ce que c'est là que vous pourriez décrocher votre billet, ou en tout cas une partie du billet pour Paris? Une partie, ça a commencé déjà depuis le mois de février, et là, c'est quoi? Il reste encore un championnat d'Europe, après championnat du monde et 3 Coupes du Monde pour avoir la qualif. On est bien parti. On a eu des très bons résultats cet hiver. Donc là, voilà, il faut qu'on réussisse nos championnats du monde. Donc il y a forcément de la pression. Mais avec tout le progrès qu'on a fait depuis Tokyo, justement, je pense que c'est bien avancé. Je ne veux pas m'avancer, mais j'ai confiance à mon équipe et voilà, je sais qu'on va y arriver. Eric, est-ce que vous voulez rebondir sur ce que... Oui, il y aura 329 champions olympiques pour Paris. C'est l'homme des 2024. chiffres, Eric. Oui, c'est vrai. En fait, c'est des jeux particuliers, vous l'avez bien signalé, c'est des jeux complètement nouveaux. C'est des jeux où, globalement, on aura une jauge d'athlètes, donc
C'est la première fois qu'on aura si peu d'athlètes depuis un paquet d'années. On aura 10 500 athlètes, tout confondu. Et parité... Parité totale, ouais, mais aussi totale. avec les sports additionnels. Tandis qu'à Tokyo, où vous avez vécu, on avait les sports olympiques, les 28 sports, plus les sports additionnels. Et donc, globalement, ça faisait plus de 11 000 athlètes. Là, c'est la première fois que la jauge descend à 10 500 athlètes avec les sports additionnels. Donc, effectivement, être au jeu, c'est vraiment déjà un exploit. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Les Jeux de Tokyo, des Jeux très particuliers. On y était aussi à France 24 avec ce contexte Covid, mais ça y est, les Jeux Olympiques vont retrouver leur public et ces ambiances qui nous sont si chères. Clara Copponi, l'une des athlètes sur qui, on l'espère, la délégation française pourra donc compter dans un an. Ce n'est pas la seule, ils sont nombreux à espérer décrocher une médaille à la maison devant le public français. Tour d'horizon de ces champions qui rêvent de conquérir l'Olympe. Qu'elles soient de bronze, d'argent et surtout d'or, les médailles olympiques sont convoitées, arrachées après des mois d'entraînement et collectionnées par certains de nos Français. Le décathlonien Kevin Mayer y a goûté 2 fois. 4 récompenses pour Florent Manodou en natation. Le géant du handball Nicolas Karabatic en a décroché tout autant. Et le prince des Jeux, c'est Teddy Riner, 5 médailles à son actif. Des athlètes qui comptent bien briller encore à la maison en 2024. Mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers pour Clarisse Agbenienou, reine du judo 2 fois au JO et 6 fois en championnat du monde. J'ai plein d'entraînements à faire. J'ai ma fille qui est à 1000 à l'heure. Donc d'abord, je me concentre sur l'essentiel et je sais que ça va arriver très vite. Et quand on va passer le cap là, de 2023-2024, là, ça va être une fusée à fond les ballons. Donc je prends le temps de respirer d'abord. Les judokas pourraient être les plus gros pourvoyeurs de médailles l'été prochain. Mais les espoirs reposent aussi sur des visages moins connus. Après plusieurs années d'errance, la natation française espère sortir la tête de l'eau grâce à son nouveau prodige de 21 ans, Léon Marchand. La première pensée, c'est j'ai le temps de m'entraîner fort et d'être prêt. Je pense que j'aurai un âge où je serai un peu à mon pic de performance à peu près. Donc je vais en profiter au max, je vais essayer de bien gérer la pression et de le prendre un peu comme une compétition comme les autres. Les Jeux Olympiques, une compétition comme les autres, pas pour certaines stars internationales qui rêvent d'y associer leur nom, comme Kylian Mbappé ou encore le rugbyman Antoine Dupont et le basketteur Victor Wembanyama. Les tricolores pourraient remporter, d'après les estimations, 107 médailles. Et ça pourrait être pas vos colocataires, parce que vous allez être un petit peu délocalisé au village olympique. Vous ne serez pas vraiment au village, mais plutôt du côté de Saint-Quentin en Yvelines. Mais ça fait partie aussi des Jeux, ça, Clara, de côtoyer ces athlètes-là. Et sur un même pied d'égalité, vous êtes tous olympiens. On est tous olympiens. Après, du coup, aussi sur Tokyo, on n'était pas du tout sur le même village olympique que les autres. On était à 3 heures de route, donc on était vraiment qu'entre cyclistes. Donc ça faisait un peu une atmosphère championnat du monde. Donc c'était peut-être un peu moins stressant, donc peut-être un point positif pour nous. Mais donc cette année aussi, l'année prochaine, on sera délocalisé. Mais quand même, à Tokyo, j'ai eu la chance de faire une nuit dans le village, la dernière nuit juste avant de prendre l'avion, parce que j'ai couru le dernier jour. Donc, je suis rentrée avec tous les médaillés du sport co. C'était quand même une belle soirée. On a passé une très, très bonne soirée tous ensemble. Et voilà, j'ai quand même pu visiter quelques heures le village avant que ça ferme ses portes. J'ai pu acheter les petits cadeaux, tout ça, pour la famille. Non, mais il y a beaucoup d'anecdotes des athlètes de cette vie, justement, au village, pendant cette quinzaine olympique. Ouais, alors moi j'ai pas fait les Jeux comme vous, mais j'ai eu l'occasion d'en faire en tant que chargé de mission et bien d'autres. Et moi j'ai été frappé par les Jeux de Sydney. J'étais à Sydney en 2000, là où j'ai participé au camp de la jeunesse olympique là. Et ce qui m'a frappé au village olympique, peut-être c'est la même chose pour vous, c'est le restaurant. Il est immense, ouvert 24 heures sur 24. Là, le réfectoire, je peux vous dire, on l'a visité, juste à côté du village olympique. Juste à côté du village olympique, là, sous la Grande Verrière. C'est énorme. Ça sera énorme. Et là, on a 24 heures sur 24, tous les repas du monde. Et je me souviens très bien, moi, au village olympique, en étant resté quelques heures, eh bien, en fait, les sportifs eux-mêmes s'arrachaient les autographes des stars. On allait voir Federer, on allait voir tous ces grands athlètes. Et les athlètes eux-mêmes demandaient des autographes. Et c'est ça qui est extrêmement marrant. Mais c'est ça qui est bien, c'est que oui, on a l'impression qu'ils sont sur un même pied d'égalité. Ouais, et que la carrière
l'argent aussi, Oui. les salaires et tout ça, Ouais. ça compte plus trop. Alors, pendant vous cette savez, aventure. Jacques Rogge, le président du CIO, a remis un peu les pendules à l'heure en disant, écoutez, les athlètes, certaines fédérations font le choix d'être à l'extérieur du village olympique. Eh bien moi, président du CIO, je veux en fait que les athlètes viennent au village olympique parce que c'est une communion. Et en fait, on entend bien que c'est du travail, c'est des émotions, c'est du stress. Il faut Des dans son enjeux. cocon, il y a des enjeux économiques, il y a plein de choses. Mais quand même, il y a eu un rappel de dire on est tous au village pendant la quinzaine ou pendant la semaine pour vivre quelque chose ensemble. Et ça a été un rappel du CIO très très important. Je vous rappelle, le village olympique a 4000 personnes vont pouvoir loger, notamment à Saint-Ouen. Parmi vos partenaires d'entraînement, Clara, est-ce que vous avez senti, en discutant dans vos discussions entre vous, est-ce que vous sentez que cette pression, ou en tout cas l'objectif, ça y est, tout le monde est focus Paris 2024 aujourd'hui? C'est vraiment l'objectif que tout le monde s'est fixé? Ouais, déjà depuis le mois de février, les premiers championnats d'Europe qu'on comptait pour la qualif, tout le monde est vraiment focus sur ça. Même le groupe garçon, du coup, qui n'était pas présent à Tokyo sur la poursuite par équipe. Là, c'est vraiment un mode... ils ont tous switché, on est tous... là pour la même chose et le groupe se pousse vers le haut et on pense à ça depuis février. Et là, on était en stage à Tignes pendant 3 semaines, donc tous dans le même chalet. On était donc les 4 filles et les 6 garçons à s'entraîner ensemble tous les jours, à manger Paris, tout ce que vous voulez. On se levait, c'était Paris, on mangeait, c'était Paris, on se couchait, c'était Paris. Donc ouais. Mais ça participe aussi, tous ces stages-là et ces compétitions. Racontez-nous un peu l'envers du décor. Ça participe à votre cohésion, tout ça de groupe, c'est hyper important. Ah ouais, carrément. C'est une grosse partie. La cohésion, ça fait quand même tout, surtout dans un sport. On dit que le cyclisme, c'est un sport individuel, mais pour nous, c'est pas vraiment ça, parce que je pense que s'ils n'étaient pas là, les gars, ou même les filles, pour eux, ce serait pas la même chose sur les compètes. C'est vraiment de la cohésion, du travail. On s'aide malgré tout, même si on n'a peut-être pas les mêmes entraînements avec les garçons. On est quasiment sur les mêmes horaires, donc on se croise, on peut s'entraider. Niveau technique, tactique, tout ça, les analyses, tout ça, on fait tout ça ensemble. Ils nous aident. C'est important que dans un groupe, quand même, toute cette discussion... pendant et puis après aussi les compètes. Votre semaine typique hors compétition, elle s'organise comment? Quand on est en stage, du coup, c'est souvent... là, en ce moment, on est en stage, du coup, pour préparer Glasgow. Et on est au Vélodrome, donc on est logés tous ensemble, donc à l'hôtel. Et on mange ensemble. Et le matin, à partir de 9h30, on part à l'entraînement tous ensemble. On se rejoint à la piste, on s'échauffe tous Donc c'est combien ensemble. d'heures d'entraînement et tout par jour? Par jour, ça peut aller jusqu'à... Généralement, on s'entraîne le matin et l'après-midi, ça peut aller jusqu'à 6 heures d'entraînement par jour. Donc là, c'est une grosse période, donc ça peut aller jusqu'à 30 heures par semaine. De pratiquer, de rouler sur ce vélodrome donc, qui accueillera, de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueillera les épreuves olympiques, est-ce que ça vous donne un avantage? On imagine que tous les vélodromes ne se ressemblent pas, il y a un ressenti, il y a une atmosphère particulière. Aucun vélodrome n'est pareil, et nous, ça va forcément être un avantage, puisque par rapport à d'autres sports, ça ne va pas changer. La piste, elle va rester la même, donc on s'entraîne et on va la connaître par cœur pour passer nos relais. Tout ça, ça va être vraiment au millimètre et on n'aura pas d'excuses à ce niveau-là. Et on voit les images de votre entraînement, c'est tout frais, c'était hier. Entraînement tourné par Cédric Ferreira et Romain Wex qui vont vous suivre tout au long de la saison. On vous remercie d'ailleurs pour ça. Clara, Eric, est-ce que dans l'histoire des Jeux, le pays hôte, il a un avantage par rapport aux autres? Alors, normalement, oui. Simplement, il y a quelque chose où je vais un petit peu rebondir. Normalement, il a un avantage et... les jeux précédents donnent un peu une coloration en termes de résultats espérés pour les jeux. Sauf qu'à Tokyo, l'équipe de France est revenue avec peu de médailles, est revenue à un niveau identique à celle au niveau de 1996 à Atlanta. Voilà, donc avec beaucoup moins d'épreuves à Atlanta. Donc en fait, ça laisse supposer qu'effectivement... avec des disciplines, effectivement, où il y a de vrais coups d'arrêt. Oui. Donc en fait, ça laisse supposer quand même que le nombre de médailles, ce ne sera pas si évident que ça. Voilà. Alors, c'est important de parler de ça. Mais je crois que Paris 2024, c'est également quelque chose dont il faut parler. Ça veut dire qu'en fait, c'est aussi une modification sociétale liée justement à ces Jeux.
quel héritage vont laisser ces Jeux. C'est ça qui est important. Un héritage matériel, peut-être en termes de médailles, tout ça, mais immatériel, intangible, c'est globalement, vous savez, c'est les 30 minutes d'activité physique quotidienne. J'allais en parler, justement. Il y a Emmanuel Macron, on avait parlé Oui. que les Français devaient se remettre au Voilà. sport. Je prends l'exemple de Londres en 2012, Ouais. où il y a vraiment quelque chose qui a été impulsé, mais des années avant l'organisation Oui, des Jeux. mais Benoît, vous avez raison. En fait, en 1996, à Atlanta, les Londoniens font 36e, enfin, les Anglais font 36e au classement des nations. Ils font une médaille d'or. C'est vraiment la Bérésina. Et là, sursaut collectif, allez, on y va, on chamboule tout, on met globalement notre Agence nationale du sport en route. Et 15 ans plus tard, globalement, 2012, eh bien, ils font 3e. Donc en fait, globalement, vous avez bien compris que de 1996 à 2012, il y a eu un chamboulement total du phénomène sportif en Angleterre. Nous, en France... Et l'attribution des Jeux à Londres, c'était face à Paris d'ailleurs, c'était en 2003 Non, c'est 7 ans avant. 2005. Hein, c'est 7 ans 2005, avant. c'était 2005 à Singapour. Oui. À Singapour, oui. Est-ce que ça a changé quelque chose justement dans le mindset, un peu dans l'état d'esprit britannique? On a maintenant 7 ans. Non, mais incontestablement, mais ça a débuté suite à l'électrochoc de 1996 à Atlanta. C'est parti de là. C'est globalement, mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Et on a eu la même chose en France, sauf que cet électrochoc, on l'a eu en 2019, avec la création de l'Agence nationale du sport. 2019 pour 2024. Les Anglais, 1996 pour 2012. Donc globalement, est-ce qu'on peut acheter le temps ? Est-ce qu'on est en capacité d'acheter le temps et en quelques années faire 3e au podium des nations? Sincèrement, je pense que ça va quand même être difficile. Mais est-ce que vous nous dites ce soir qu'on est en retard? Je ne dis pas qu'on est en retard, je dis simplement qu'il fallait le faire, mais je ne suis pas convaincu que tout ça nous permettra bien de finir comme le président l'a dit, dans les 5 premières nations. Je ne suis pas fortement convaincu. Est-ce que ça a changé, selon vous, Clara, l'attribution des Jeux à Paris, la pratique sportive française? Est-ce que... Pour être honnête, je n'ai aucune idée. Ouais, aucune idée. Moi, dans mon entourage, je sais que ça a toujours été très sportif, donc voilà, ça a continué. Mais est-ce qu'au sein, par exemple, de la fédération de cyclisme, la fédération française, est-ce qu'on a de plus en plus de licenciés Je suis pas sûre. Sincèrement, en plus, le cyclisme, c'est pas non plus le sport auquel tout le monde s'attache, malgré le Tour de France. Malgré le Tour de France. Et le Tour de France féminin qui se déroule en ce moment. Le Tour de France féminin en ce moment, oui. Et pour le cyclisme, je suis pas sûre, non. Pourtant, on a Claude Onesta, par exemple, qui a été chargé de cette mission du haut niveau du sport français. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans le phénomène sportif français, c'est vraiment quelque chose de très singulier, le sport Mais on est français. moins dans la performance aussi, côté français. On est dans... Moins attaché, en tout cas. On est dans une forme de massification sportive avec une multiplication des sports où chacun peut s'adonner comme il le veut. Et regardez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En volley, regardez les sports à Tokyo, ça a marché d'enfer, ça a marché. C'est pas une évidence. Avec un dernier week-end incroyable. Oui, avec un dernier week-end incroyable. C'est pas les Olympiades auparavant, c'était pas le cas. C'est-à-dire que c'est ça la richesse de la France. Vous savez, on a globalement quelque chose. Le sport peut s'organiser sous 3 formes. Une forme dans les États totalitaires, les États où c'est un État très libéral, l'organisation du sport, et nous on est là au milieu. Là, avec une multiplication des pratiques sportives, avec une possibilité d'aller au jeu ou pas. 2019, on regarde ce schéma, on le change pour le mettre à une forme de coloration anglaise. Et moi, je crois que 5 ans, est-ce que ça suffira ou pas? On verra bien, on fera un bilan après 2024, j'en suis pas certain. Avec cette particularité, effectivement, de la France, cette multiplicité des disciplines. C'est ça. On a des athlètes à peu près partout, dans chaque discipline. Qui sont capables de faire des médailles. Mais qui est envié aussi à l'international. Mais bien sûr. On joue pas forcément tout le temps les médailles. Bien sûr. Aujourd'hui, l'ANS, de mémoire, a ciblé 106 ou 107 athlètes susceptibles de faire une médaille. Voilà. Mais un sportif de haut niveau, la médaille, elle est peut-être là. Vous savez, vous parliez tout à l'heure d'un immense champion, Tony Estanguet, triple champion olympique, triple champion du monde, triple champion d'Europe. Ben regardez, malheureusement, Tony, eh bien, au jeu, je crois que c'est Londres, il me semble. Hein, oui. Hein, c'est Londres où il échoue et il est hyper favori. Le sport de haut niveau, ben, c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte, c'est pas écrit. Il y a une science qui est exacte, c'est le temps.
Il est précisément 20h24 et c'est à cette heure-ci que débutera la cérémonie d'ouverture dans un an avec notamment cette parade des athlètes sur la Seine, 7 km de déambulation entre Austerlitz et le Trocadéro. On va retrouver Elliott Samuel qui lui aussi il a déambulé tout au long de la journée. Il a commencé dans le parc de Versailles, pas loin de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était à 8h ce matin. Vous avez visité les sites iconiques de Paris, donc Versailles, je le disais, Roland-Garros, le Stade de France et donc la Seine pour terminer cette journée sur laquelle les délégations paraderont dans un an devant des centaines de milliers de spectateurs. Elliott. Absolument, ils seront plus de 10 000 athlètes qui prendront part à cette cérémonie d'ouverture ici sur la Seine. Certains seront sur ce bateau mouche qui a été sélectionné pour prendre part à cette cérémonie d'ouverture. Grandeur nature, des images jamais vues dans l'histoire olympique évidemment. Plus de 115 bateaux qui ont été réquisitionnés pour ce spectacle hors du commun. Un défi logistique évidemment énorme pour les organisateurs de ces Jeux de Paris 2024, mais un défi aussi pour les bateliers, pour les compagnies de bateaux qui ont été sélectionnés pour l'occasion. Et à mes côtés ce soir, le directeur général de la compagnie des bateaux mouches, Taoufik El Amrani. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à nous. On est à un an tout pile maintenant de cette cérémonie d'ouverture. Comment vous préparez vos équipes à prendre part à cette cérémonie qui sera totalement unique? Je dirais tout simplement comme des athlètes de haut niveau. Nous devons être à ce rendez-vous. On n'a pas le droit de revendiquer seulement une médaille d'argent ou une médaille de bronze. On est obligé, on est condamné à la médaille d'or. C'est-à-dire qu'il faut que cette cérémonie soit une réussite parce que nous portons l'ambition de tout un pays, de toute une nation. Et nous sommes obligés de réussir. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc nous nous préparons comme des athlètes, nous préparons nos bateaux. Nous sommes en train de faire de nouveaux bateaux avec de nouvelles motorisations beaucoup plus propres. Donc on va sortir avec des bateaux avec des motorisations propres pour juillet 2024 pour être au rendez-vous et transporter ces délégations internationales, 207 délégations quand même, 116 bateaux qui vont défiler. C'est une chorégraphie inédite, c'est quelque chose d'inédit, c'est une utopie que les organisateurs nous ont jetée comme ça et il fallait se mettre au niveau et nous sommes en train de nous mettre au niveau. On travaille main dans la main avec eux pour que ça soit une réussite. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette sélection, comment vous avez été choisi pour prendre part à cette cérémonie. Nous sommes organisés quand même, indépendamment du fait que la compagnie des bateaux mouches est une grande compagnie à laquelle pouvaient s'adresser les organisateurs directement. Nous sommes quand même organisés en organisation professionnelle et les organisateurs sont passés par ces organisations professionnelles pour nous fédérer, pour nous parler, pour échanger avec nous, pour savoir comment ça fonctionne sur la scène parce que pour eux c'est une première, ils ne savent pas comment ça fonctionne sur la scène et donc nous sommes tous mis autour d'eux pour justement leur expliquer comment ça marche et pour pouvoir leur donner des idées de l'organisation, comment le faire et aboutir à un résultat qui soit une réussite. Il y a des répétitions, il y a un peu moins de 10 jours maintenant, vous y avez pris part. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Tout à fait, le 17 juillet dernier, on a fait la première répétition, il va y en avoir une série d'autres. Nous avons fait la première répétition lors de laquelle nous avons fait un réglage de cette chorégraphie, de ce timing, parce qu'il faut vraiment, c'est millimétré, c'est un travail millimétré. Nous avons fait des tests aussi de crash stop, ce qu'on appelle dans notre métier crash stop, c'est-à-dire d'urgence, d'arrêt d'urgence, d'intervention de sécurité, d'intervention des forces de l'ordre sur les bateaux pour résoudre telle ou telle situation qui peut se présenter demain lors des Jeux Olympiques. On imagine que vous recevez quand même des directives très précises, des consignes de la part des organisateurs de Paris 2024? Il y a des consignes, mais je dirais qu'il y a plus un travail collectif. Nous avons des comités de pilotage, on travaille au sein de comités de pilotage où nous échangeons un certain nombre d'informations. Nous sommes bien sûr tenus à la discrétion sur ces échanges, donc on ne peut pas vraiment parler, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous travaillons ensemble dans le cadre de comités de pilotage pour définir exactement la façon dont se déroulent les choses et assurer la sécurité, parce que un des thèmes les plus importants, un des enjeux les plus importants que nous allons avoir
à ce moment-là, ça va être la sécurité. La sécurité des délégations qui vont être sur les bateaux et la sécurité des visiteurs et de tous ceux qui vont venir pour voir la cérémonie d'ouverture et bien sûr les manifestations sportives qu'il va y avoir sur la Seine. Donc c'est des enjeux importants sur lesquels on travaille main dans la main avec les organisateurs, avec les autorités chargées de la sécurité. En un petit mot, c'est un sentiment de fierté qui règne quand de prendre part à un tel événement? Évidemment, mais de grande fierté. Personne jusqu'à présent n'a eu l'idée. Il faut rendre hommage à ceux qui ont eu cette idée. Hein. On parle avec Thierry Reboul, avec Tony Estanguet, avec le comité d'organisation. Tous ces gens-là ont une idée brillantissime. Évidemment, c'est un challenge, c'est un défi. Et comme vous le savez, nous sommes le pays des défis. Et donc ça va être un défi qu'on va relever comme des autres défis qui ont été relevés par le passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, vous le voyez évidemment, à un an de cette grande parade, de cette cérémonie d'ouverture. L'excitation qui monte, déjà le compte à rebours est désormais véritablement lancé pour cette grande cérémonie. Merci Elliot, merci de nous avoir fait visiter donc ces sites emblématiques de Paris 2024 et belle conclusion sur la Seine qui sera évidemment au cœur de la cérémonie d'ouverture dans un an. On va vous dire au revoir Clara parce que vous êtes bilingue et vous allez passer du plateau français au plateau anglais chez nos amis de France 24. Merci de nous avoir rendu visite, vous serez évidemment l'une des athlètes qu'on suivra particulièrement assidûment tout au long de l'année, mais on voulait quelqu'un a un message à vous adresser avant que vous partiez. Écoutez. Salut Clara, bon bah écoute, j'espère que tu es en pleine forme, je te donne toute mon énergie là pour les championnats du monde, on est à fond avec toi et il reste un an avant les Jeux, on compte sur toi. Merci beaucoup. Voilà pour le message de Tony Estanguet. Merci à vous Clara. Filez vite, vous êtes déjà en retard, on vous attend. Et nous on va prendre la direction de l'autre bout du monde, puisqu'il n'y a pas que Paris qui sera au cœur des Jeux. Marseille, Lille, Châteauroux qui accueilleront également des épreuves et puis une destination donc beaucoup plus lointaine, la Polynésie pour les épreuves de surf. Un cadre somptueux en plein Pacifique. Partez à la découverte de la vague de Te Aupo. Et à un an des Jeux, c'est l'effervescence autour de cette longue vague. Sur les bateaux, tous ne sont là que pour une seule chose, le surf. Ce groupe d'Américains a fait le voyage uniquement pour cela. C'est l'une des meilleures vagues au monde, c'est pour ça qu'on est venu de Hawaï. Le récif est très proche, ça crée une ambiance très spéciale. Ce sont des vagues de dingue. Il y a des rouleaux comme à Hawaï, mais là c'est autre chose. C'est vraiment différent. Tous sont des sportifs, quasi professionnels. Car Te Aupo est aussi fascinante que périlleuse. Brutale, rapide, la vague peut atteindre 15 mètres de hauteur avant de percuter le récif. Plusieurs surfeurs y ont perdu la vie. Et les accidents de bateau ne sont pas rares. Même ce pilote, la coquine, hein, faut toujours l'avoir à l'œil. Qui vit ici depuis 30 ans, se fait parfois surprendre. Tu vois, le temps qu'on discute, j'ai dérivé pendant on va dire 20 secondes, 30 secondes, et d'un coup, tu commences à être placé sur la deuxième vague. Et elle pardonne pas. C'est très dangereux là. Ouais, c'est très dangereux. Une nature indomptable. Il y a 2 mois, la population en a fait l'amère expérience. La pluie et la houle inondent en quelques heures des dizaines de maisons. Des voitures sont projetées dans le lagon. Ce couple fait partie des sinistrés. La boue a détruit la quasi-totalité de leur mobilier. Là, le meuble qui a été rempli d'eau et du coup ça commence à s'effriter. Depuis, ils rachètent des meubles à la hâte pour vivre chez eux et accueillir les personnels olympiques. À Te Aupo, tous dormiront chez les habitants qui ont accepté de prêter leur logement. Tu peux héberger combien de personnes? Ça dépend s'ils sont en couple ou s'ils sont individuels. Donc si c'est individuel, 2 personnes, un dans la chambre et un ici sur le clic-clac. Après si c'est un couple, donc ça fait 2 personnes dans la chambre et un à l'extérieur, 3, ça dépend. Leur aide est essentielle, car le village n'est pas taillé pour un tel événement. Aucun hôtel, aucun village olympique. Les athlètes devront dormir dans ce navire de croisière. Cette fenêtre va nous apporter des touristes dans les années à venir. Mais sur le timing de 2024, on n'est pas forcément là à attendre des milliers de touristes.
Contraints par le site de Teahupo'o, les organisateurs ont dû faire un choix. Des jeux à taille réduite, avec peu de public, peu de touristes et donc peu de retombées économiques. Alors la Polynésie mise tout sur ses fan zones dispersées sur l'île de Tahiti pour créer la ferveur. La ferveur, on va en parler évidemment, attendue autour de ces Jeux Olympiques, mais d'avoir donc cette volonté du comité d'organisation de ne pas tout centraliser autour de Paris. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'épreuves à Paris, mais il y a Lille, il y a Châteauroux, et puis Teahupo'o, c'est une manière de concerner aussi tout le monde. Mais oui, tout le monde est concerné. Alors on parle de Tahiti à l'instant, mais il faut savoir qu'on aura même le relais de la torche olympique qui ira bien tout simplement dans les territoires d'outre-mer, aux Antilles. Et avec Armelle Lecléache à bord des bateaux. Absolument. Donc en fait, ces jeux concernent tout le monde. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a quelque chose d'assez incroyable sur la sémantique. Avant, on parlait des bases arrières. Aujourd'hui, on parle tout simplement de terres de jeu. On parle des centres de préparation des jeux qui concernent 4000 notamment territoires, départements, notamment en France. Donc c'est pas une histoire uniquement parisienne, c'est une histoire également qui touche toute la France et tout le territoire, à travers notamment aussi le label Terre de Jeux. Est-ce que c'est un facteur et un vecteur de cohésion nationale des Jeux ? Moi, je crois que c'est... Vous savez, il y a 3 événements dans le monde qui parlent à tout le monde. Il y en a 3, il n'y en a pas 4, 5, 6, il y en a 3. Il y a la Coupe du Monde de foot, il y a le Tour de France et les Jeux Olympiques. Ces 3 méga-événements donnent du sens ou tout simplement ont une signification pour le grand public. Et ces Jeux, tout à l'heure vous l'avez dit, va rassembler à sa ouverture 4,5 milliards de personnes. Je ne connais pas d'autres événements qui créent cette cohésion autour d'un événement aussi universel. Et universel qui ne connaît pas aujourd'hui le symbole des Jeux Olympiques. Nous a rejoint en plateau Moustapha Beraf. Bonsoir Moustapha, membre du CIO, président de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques africains, mais vous avez été aussi joueur de basket de la sélection algérienne, président du comité olympique algérien. Qu'est-ce qu'évoque pour vous Paris 2024 ? Moi, je pense beaucoup au bonheur. D'abord d'être à Paris et de vivre cette manifestation qui, je pense, va être historique. Il y a un tel engouement, il y a un sentiment... Vous sentez l'engouement quand vous parlez... Quand on parle à tout le monde parle des Jeux Olympiques. Chaque fois que quelqu'un voit le petit insigne, là, tout le monde me dit... Alors, moi, personnellement, je n'ai pas trop senti encore l'engouement. Les hôtesses dans l'avion, les gens partout, dans les magasins, tout le monde parle des Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques sont, comme vient de le dire mon collègue et ami, un événement qui parle et qui concerne tout le monde. Alors, on sait, messieurs, il y a un aspect qui, je pense, mérite toute l'attention. C'est cette partie... de Paris qui concerne les banlieues et dont il faut s'occuper maintenant. Il faut leur donner quand même aussi la possibilité de voir les Jeux et d'être dans les Jeux. Et ça va être votre action pendant l'année qui va s'écouler ? Oui, bon, l'action de membre du CIO, je vais essayer de mener ma mission comme il se doit vis-à-vis de mes électeurs aussi, mais bon... Il y a un projet que nous avons mis en place et que nous sommes en train de mettre en place, qui a recueilli le label de Paris 2024 et qui va consister à organiser un espace où les jeunes pourront venir se défouler, voir leurs champions en direct grâce à Olympic Channel qui va diffuser en direct les Jeux Olympiques et les jeunes pourront voir leurs champions même s'ils n'ont pas de sous, s'ils sont démunis. Et je crois que là, il y a une attention particulière à accorder à ces jeunes, parce que, comme vous le savez, les derniers événements nous l'ont prouvé, les derniers événements, il y a quand même... Vous parlez des émeutes qui a eu lieu il y a quelques semaines en France. Je parle de ça, oui, je parle de ça. Ça existe en France, ça existe partout. Il y a un ressentiment des jeunes vis-à-vis de tout ce qui est un peu... organisés, structurés, etc. C'est des jeunes qui ne sont pas structurés, qui sont là,
qui ont des velléités pour voir les Jeux olympiques, pour vivre leur vie. Et on peut les comprendre aussi, voilà. Mais c'est aussi une source d'inquiétude, c'est vrai, et on a tous en mémoire ce qui s'était passé et le fiasco du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions il y a un peu plus d'un an, le risque sécuritaire. Le pays qui, je le disais, a connu des émeutes il y a quelques semaines, et à l'international, eh bien, on s'interroge aujourd'hui. Et quelques voix qui s'interrogent sur les capacités de la France à garantir la sécurité pendant cette quinzaine olympique. Ça n'existe pas qu'en France, hein, je voudrais le préciser si vous le permettez. Ça a existé, ça existe dans beaucoup de pays. Et il y aura dans beaucoup de pays des situations comme celles qu'ont vécues les Français. Parce que ces jeunes sont là et ils se sentent marginalisés, ils se sentent exclus. Et il faut leur accorder une certaine importance. À mon avis, c'est un avis personnel et qui est partagé par les autorités locales de Paris et aussi les autorités nationales. Hein. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, absolument. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en ayant participé à plusieurs jeux, il y a quelque chose dont vous avez parlé qui est très important, c'est qu'il y aura le Club France, qui sera à la Villette. À la Villette. Il y aura des fan zones. Et en ayant fait pas mal de jeux, eh bien, moi, je peux dire aux personnes qui nous écoutent que le spectacle, la fête, c'est pas uniquement dans le stade quand on est aux Jeux Olympiques, qu'on est dans une ville haute des Jeux. Il y a toute une ambiance particulière. La remise des médailles au pied de la Tour Eiffel. Oui, oui. Aussi. Il s'inspire un peu de ce qui s'était fait à Tokyo. C'est vrai qu'il n'y a pas de public qui avait pu se rendre là-bas au Japon. Oui. Donc du coup, quand les athlètes revenaient en France, ils célébraient leur médaille au Trocadéro. Là, ce sera sous la Tour Eiffel. C'est un moment de communion. Oui, aussi. Totalement. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. Il y a ce qu'on appelle le programme culturel au CIO, qui est développé après sur les villes hautes. Sport et culture. Voilà, sport et culture. Et vous savez, par exemple, moi au CIO, je fais partie de la commission éducation olympique. Eh bien, Pierre de Coubertin, notamment, avait initié à Paris lors d'une session du CIO, eh bien, un programme culturel artistique qui avait été lancé avec des champions olympiques de poésie, tout ça. Et on va le retrouver dans les Jeux de Paris 2024, pas sous la même forme évidemment, mais sous un programme culturel qui va permettre tout simplement ce programme, d'ouvrir des choses assez incroyables qui vont se passer à l'extérieur du stade. Fan zone, club de la Villette, club France à la Villette. Et je crois qu'on n'en parle pas assez, ça. C'est pas parce qu'on ne sera pas forcément dans le stade qu'on va manquer des choses. Moi, sincèrement, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je m'en souviens à Sydney, à Pyeongchang, à d'autres jeux, à l'extérieur du stade. Dans les fan zones. Dans les fan zones, vous savez, cette communion qu'il y a dans une ville olympique, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se promène et on a nos accréditations et il y a une joie immédiate. Moi, je m'en souviens très bien en Corée. La France. Et parce que, évidemment, j'étais avec les habillements de l'équipe de France. Mais ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est ça, les jeux. J'ai fait moins de jeux que vous, Eric. Mais mes derniers, c'était donc Tokyo, j'avais fait Rio juste avant. On ne peut pas dire que l'ambiance et que la communion avec le public est extraordinaire, évidemment, et pour cause à Tokyo, Covid. et pour cause également à Rio, les Brésiliens qui n'étaient pas forcément... C'était particulier avec le Covid. Oui, bien sûr, c'était une ambiance absolument particulière, mais là, pour la première fois, on peut retrouver effectivement à Paris cette ambiance qu'on a vécue à Londres, où là, effectivement, alors ça performait beaucoup aussi, les athlètes britanniques qui étaient très forts, Team GB qui a ramené beaucoup de médailles, les c'est la référence, qui aident, bien sûr. Londres 2012 est la référence. Absolument. Et en en parlant avec les responsables du comité Paris 2024, Londres, ils regardent beaucoup ce qui s'est fait à Londres. Et essaie de s'inspirer justement. Il y a ce fameux festival qui avait été organisé à Londres immédiatement après les Jeux de Pékin 2008 où globalement il y a eu un engouement qui a été créé tout autour justement de ces Jeux de 2012 à travers ce festival olympique. Et moi, je crois beaucoup à ce festival culturel et ces programmes culturels pour créer cet enthousiasme collectif. Moustapha ? Moi, je suis d'accord. Sur le principe, je suis d'accord. Mais bon, d'un point de vue plus pragmatique, je pense que ça va être assez compliqué. Et je pense qu'il y a à Paris une diversité sociale et culturelle à laquelle il faut accorder une certaine importance. Nous étions ce matin avec le président de la Fédération internationale de canoë-kayak. On a fait des séances de travail, on a parcouru le village olympique aussi, etc. Et on s'est dit que
dans ce petit îlot, il y a 84 nationalités. Il y a 50 associations sportives de jeunes qu'il faut nécessairement impliquer. Il y a des jeunes à qui il faut donner la responsabilité. Si vous pensez que, je l'ai dit à quelques autorités, si l'on pense que les jeunes des quartiers populaires, enfin pour ne pas dire des banlieues, vont regarder les Jeux olympiques par la fenêtre, c'est se leurrer complètement. Hein. Il faut les impliquer. Il faut les impliquer. Il faut peut-être choisir dans ces associations les plus sérieux, les plus engagés, etc. Et puis leur accorder des responsabilités pour qu'ils puissent s'encadrer eux-mêmes et s'intégrer permettre l'intégration de tous ces jeunes qui parfois ont des Et c'est aussi le travail du COJOP, sociaux incommensurables. Ouais, alors si je peux vous donner un exemple, moi j'ai eu l'occasion d'intervenir notamment en Seine-Saint-Denis et avec notamment le département de Seine-Saint-Denis, nous avons emmené, j'en faisais partie de ce voyage, nous avons emmené donc un certain nombre de jeunes, pas plus tard qu'au mois de juin, notamment pour vivre ces Jeux à leur genèse. On les a emmenés à Athènes, on avait prévu Olympie tout simplement pour leur montrer, pour leur expliquer quelle était la naissance de ces Jeux et le lien entre l'Antiquité et aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que il y a des programmes, il y a des choses qui se font, hein, et moi je suis impliqué dans différents programmes, donc je crois que c'est très important ce que vous dites. Il y a aussi des choses qui existent, il faut le dire, hein, c'est important. Moustapha Berra, vous présidez donc l'association des comités nationaux olympiques africains, le continent africain qui s'appuie sur deux poids lourds, on peut le dire, le Kenya, l'Éthiopie, pour remporter des médailles. Est-ce qu'au niveau continental, on peut voir d'autres nations émerger ? Il y a quand même aussi la Côte d'Ivoire, il y a la Tunisie. Il y a également le Burkina Faso, qui a un triple sauteur qui, je pense, va réussir une excellente performance, qui va peut-être lui faire rapporter des médailles. Il y a la boxe, où il y a d'excellents boxeurs et boxeuses. On voit émerger des boxeurs. D'ailleurs, moi, je suis étonné parce que je vois la qualité de quelques boxeuses africaines. Je me dis, vraiment, il ne faut pas se frotter à elles. Mais moi, je suis quand même très optimiste. Et surtout, Paris, à Paris, il y a une ambiance particulière. Les pays africains francophones vont bien se retrouver parce que en général, ils vivent dans leur pays, ils vivent à Paris, ils vivent en France. Je sais qu'il y a, par exemple, des athlètes qui sont en train de se préparer à Nice. Nous comptons beaucoup sur cette performance et je vous ai dit, nous comptons augmenter la participation des athlètes africains de 15 à 20%. De 15 à 20%, à l'occasion des Jeux de Paris. À l'occasion des Jeux de Paris, on avait à peu près 900 à 985 athlètes à Tokyo. Et là, je pense qu'on va aller à 1100, 1150 athlètes qui vont participer. La question de... Vous vouliez ajouter quelque chose, Moustapha ? Non, je voulais ajouter que j'espère qu'il y aura quelques médailles de plus. On l'espère pour eux, évidemment. La question de l'héritage olympique, elle est désormais centrale pour les villes hautes. Hors de question désormais de ne pas envisager l'après-JO. Que faire de toutes ces infrastructures spécialement construites pour l'occasion ? Les comités d'organisation pensent évidemment à leur donner une seconde vie. Sobriété oblige. Replongeons-nous plus de 30 ans en arrière. Barcelone 92, la ville catalane qui avait profiter de l'organisation des Jeux pour s'offrir un nouveau visage. Mathieu Boisson. Un sentier de bord de mer et 4 km de plage. Ce littoral sportif et touristique est tellement emblématique de Barcelone qu'il semble faire partie du décor depuis toujours. Mais jusqu'aux Jeux Olympiques de 1992, se prélasser ici n'était pas une partie de plaisir, car ce quartier avait un tout autre visage. Accompagner cet habitant dans sa promenade quotidienne permet de saisir l'ampleur de la transformation. À la place de ces immeubles, devant, il y avait là-bas une série d'usines. Métallurgie, chimie, automobile. C'était comme si la ville tournait le dos à la mer. Le changement est notable, non ? C'est un espace magnifique désormais. Même les moins de 30 ans évoquent avec passion Barcelone 92. Grâce au récit de leurs aînés, la liesse dans la ville, la ferveur autour des stars américaines du basket, la Dream Team de Michael Jordan.
grâce aussi à l'héritage sportif. L'impressionnant site de plongeon est aujourd'hui une piscine municipale et un bar, médaille d'or du panorama. Le stade olympique n'a pas de club attitré, mais il accueille souvent des compétitions ou des concerts. Coldplay ce soir-là. Une seconde vie pour presque tous les sites des JO. Barcelone est aujourd'hui l'une des villes les plus sportives au monde. Ce qui a changé dans la ville, sur le plan sportif, c'est qu'il y a eu la promotion du sport en général, pas seulement les nouvelles installations, le sport dans son ensemble. Paris peut-il bénéficier autant des Jeux que Barcelone ? Impossible d'imaginer une transformation de la ville aussi radicale, mais nous avons rencontré un ancien membre du comité d'organisation catalan, convaincu du succès français. Placer le village olympique à Saint-Denis, ce n'était pas évident, mais ça va justement permettre de régénérer cette ville et de mieux l'intégrer à la métropole. Barcelone 92 a fait figure de modèle pour toutes les villes qui ont par la suite accueilli les Jeux, mais aucune ne peut se prévaloir d'un bilan aussi favorable, le plus souvent à cause des dépassements de budget ou des sites olympiques à l'abandon. Voilà pour ce reportage de Mathieu Boisseau. Messieurs, très clairement, on ne peut plus être l'organisateur d'un événement majeur comme les Jeux Olympiques et ne pas penser justement à l'après. Mais en fait, ce que j'ai dit déjà, c'est qu'avec le président du CEO, Thomas Bach, lorsqu'il était élu en 2014, il crée une nouvelle feuille stratégique, l'agenda 2020. L'agenda 2020, c'est on repense l'organisation même des Jeux Olympiques, de l'organisation. Pour des raisons de coût aussi, parce que de plus en plus de villes étaient frileuses à accueillir les Jeux. Non, mais on est d'accord. Et les impôts augmentent. Oui, mais vous savez, quand on parle d'empreinte carbone, vous savez, l'empreinte carbone, elle croît à cause de quoi ? À cause simplement du ciment qui sert à construire les bâtiments. Eh bien, dans Paris 2024, il y aura très peu de construction, et notamment, il y a une construction qui s'appelle le complexe aquatique, qui aura lieu vers le Stade de France. En face du Stade de France. En face du Stade de France, qui est une... Même s'il n'y avait pas eu de jeu, il y avait une nécessité de le construire. Donc en fait, le peu de construction est une obligation pour la France d'avoir ces infrastructures, notamment parce que vous le savez sans doute, c'est le département où les enfants, lorsqu'ils rentrent en 6e, les enfants de Seine-Saint-Denis ne savent pas nager. C'est le département qui manque de manière cruciale de complexes aquatiques. Donc c'est une chance parce que ça justement ça crée une dynamique avec ce complexe. Et vous savez, avoir les Jeux en Seine-Saint-Denis, moi j'ai eu l'occasion d'y aller maintes fois, c'est aussi la rénovation de lycées, c'est la rénovation de collèges, de maternelles. C'est globalement c'est un élan très positif. Donc oui. Les choses ont totalement changé. On n'est plus dans la logique d'Athènes. Le village olympique qui servira aussi. Qui servira. De logement, il y aura des commerces, des écoles. C'est le plus plus gros chantier d'Europe actuellement, avec 4000 logements. Et effectivement, ça va créer une dynamique et ça va permettre aussi d'avoir des logements sociaux. Et ça, c'est une vraie avancée. Et dans ce cadre-là, il y avait une nécessité de construire. Mais sinon on n'est plus du tout dans la logique d'Athènes 2004. Oui. Athènes 2004, c'est l'exemple à ne pas reproduire. C'est l'exemple vraiment à oublier. Bon, je pense que, comme l'a dit mon collègue, maintenant on est sur 2025 aussi. On améliore et on s'améliore et on essaie d'améliorer les choses. Je pense que concernant ce qu'ont fait les Français, il y a eu vraiment de la stratégie et vraiment de la perspicacité dans les perspectives. Donc, comme vous dites, j'ai vu de mes propres yeux ce matin un nouveau collège à droite, vraiment des bâtiments qui étaient usuels, qui ont été rasés, qui vont être remplacés. Et il y a vraiment une bonne intention et une bonne manifestation d'intérêt pour les populations. Avec un financement innovant en faisant appel aux capitaux privés, la signature de ce partenaire premium en début de semaine avec LVMH qui rapporte 140 millions quand même dans le budget de... Alors c'est important ce que vous dites parce qu'en fait, vous savez que ces Jeux de Paris 2024, ils sont financés à 96% par des fonds privés. Et lorsqu'on a parlé de la billetterie, il faut savoir qu'un tiers des revenus viennent de cette billetterie.
avec, je le dis, parce qu'on a entendu des choses, avec... Là, je ne vous rejoins pas. Ces histoires de billetterie... Oui, mais je me permets de finir avec quand même... sur les 10 millions de billets qui vont être vendus, à peu près, nous avons 5 millions qui sont en moins de 50 €. Et donc, en fait, on a créé... je ne sais pas, un environnement particulier sur cette vente de billets. Vous savez quand même qu'il y a plus de... Les billets à plus de 400 €, ça représente environ 500 000 billets. 500 000 billets. Donc en fait, on a créé quelque chose d'assez incroyable. Il y a toujours le justificatif. Non, mais on a créé quelque chose d'assez incroyable par rapport à la billetterie. Moi, je crois que, honnêtement, l'État français doit s'impliquer là-dedans. Mais c'est le cas, monsieur. C'est le cas. L'État français a acheté un grand nombre de billets. Voilà. Et va les redistribuer. Et va les redistribuer. C'est ce que m'a expliqué le maire ce matin. Ah oui. Mais il faut, je pense, un soutien aussi. C'est une suggestion de service public et d'intérêt général. Mais c'est le cas. Elle doit intervenir par le président Macron. Alors moi, je peux vous dire qu'en étant vice-président d'université, parce que je suis vice-président d'université à l'université de Franche-Comté, eh bien, les étudiants boursiers auront des billets pour aller aux Jeux Olympiques. Il y aura un grand nombre de billets. Donc en fait, Paris 2024 a même acheté 100 000 billets à distribuer aux personnes justement défavorisées pour leur permettre de venir. Donc en fait, il y a tous des programmes qui sont initiés. Il y a des millions de personnes défavorisées. Messieurs, juste une dernière question, elle est importante. Les Jeux Olympiques, c'est une arène sportive, mais c'est aussi évidemment une arène politique qui n'échappe pas aux tensions du monde. Les Russes, les Biélorusses n'ont pas reçu leurs invitations du Comité international olympique. Que faire ? Est-ce qu'elle ne tarde pas trop cette décision du CIO sur la participation ou non des athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux Olympiques, et sous quelles conditions ? Alors, quand vous dites qu'ils n'ont pas reçu leur invitation, je vais nuancer un peu les propos quand même. C'est le Comité national olympique qui ne va pas être invité, et l'État russe et biélorusse qui ne seront pas invités. Mais c'est un symbole, c'est un symbole fort quand même. Absolument, mais il y a d'autres comités nationaux olympiques qui n'ont pas été invités non plus. Le Guatemala. Et donc en fait, pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, vous avez raison. Donc en fait, nous n'aurons pas 206 nations, mais nous aurons des équipes réfugiées, mais nous aurons aussi des équipes de pays, enfin des athlètes neutres. Donc nous aurons des athlètes russes et biélorusses, à plusieurs conditions, si ils expriment leur neutralité, s'il n'y a pas de logique de propagande, s'il n'y a pas de logique de mener une parole de guerre, et à ce moment-là, ils pourront venir. S'ils n'ont pas été liés de près ou de loin à la guerre. Si vous permettez, je pense que cette décision n'est pas un processus d'exclusion. Il y a eu un sommet olympique qui s'est déroulé il y a quelques mois, et où j'ai participé à ce sommet, j'ai eu le privilège de participer à ce sommet. La décision, c'était de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux compétitions internationales sans l'identité et sans l'hymne national, etc. Mais la décision concernant les Jeux olympiques a été reportée. Donc elle a été reportée. La décision n'ayant pas encore été prise, il y a nécessairement pas la possibilité de donner des invitations. Et comme vous dites, c'est les athlètes qui sont concernés. Les athlètes n'ont rien à voir avec les décisions de leur gouvernement. C'est ce qu'on a expliqué un peu à tout le monde. Absolument. Et il y a quelques réticences, mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre. La décision va être prise au niveau du Conseil olympique qui va se dérouler au mois d'octobre prochain, le 14 octobre plus précisément. Merci messieurs. Le mot de la fin, on va quand même le donner à un homme qui nous a fait rêver à Pékin, à Londres et à Rio. La foudre, le sprinter le plus rapide du monde, Usain Bolt. Olympics made me who I am, and it's always exciting. I'm looking forward to coming back next year just to see the competition and be in the stadium with the atmosphere and just to feel the energy. So I'm excited about that. Voilà, ça a été un plaisir de partager cette heure avec vous, messieurs. Merci de nous avoir rendu visite. L'info se poursuit évidemment sur l'antenne de France 24. Les JO, c'est à vivre jusqu'au 26 juillet 2024 sur les antennes, sur tous les supports de France 24.